Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là avec un certain Teodoro de Santa Maria, ancien deuxième ligne pour Racing 92, qui a peut-être joué un jour, je ne sais pas, en Italie. Est-ce que c'est bien le cas, mon cher Théo, deuxième ligne? Écoute, j'aurais pu, parce que quand j'étais junior à la CBB, et certains auditeurs s'en rappelleront, j'aurais dû aller jouer au Benetton Trévise, et puis pour des raisons soit de blessure, soit je sais plus quoi, j'y avais pas été, donc c'est un des regrets de ma vie. J'ai jamais joué en Italie, mais j'ai frôlé, voilà. J'ai frôlé l'Italie. Quelle opportunité ratée, mais pas comme la France, qu'ils ont bien joué ce week-end. On va parler de tout ça, de tous les matchs de ce Six Nations, bien sûr. Donc, je voulais te remercier, toi, mon cher Théo, de faire partie de ce pack de potes et aussi nos chers écouteurs, les nouveaux comme des anciens. Et comme on dit, nous, on dit écouteurs parce que j'estime que, et pas auditeurs, parce que j'estime que les écouteurs nous écoutent et les auditeurs auditent. Donc voilà. Donc, après 2 semaines un peu difficiles, en fait, dans le rugby français, on est content d'être de retour tous les deux, n'est-ce pas? Oui, on est super content parce que voilà, on est au cœur du Six Nations. Bon, malgré une petite gueule de bois post-défaite à Twickenham, mais on en a beaucoup parlé, on a fait un épisode. Ceux qui ne l'ont pas écouté, bien sûr, allez l'écouter parce qu'il était fort sympa. On m'a dit d'ailleurs que j'avais été trop gentil avec l'équipe de France. Bon, Ah, donc je dis moi, je pense quand même que j'ai dit que j'étais pas content, que j'étais en colère de ce fonctionnement qu'ils ont eu et de cet excès, cette orgie d'erreurs d'en avant et d'erreurs défensives aussi, etc. Mais voilà, on reste aussi des supporters et on reste cool et on se met à la place de ceux qui, parfois, sont dans l'échec. oui, comme on a dit la semaine dernière, keep calm en fait aussi, parce que c'est vrai qu'on a une très bonne équipe de France et on l'a vu cette semaine. Tiens, normalement j'ai fait un petit minute américaine, mais bon, je pense que je vais l'éviter cette semaine parce que ça fait 2 semaines, c'est un peu n'importe quoi tout ce qui sort de mon pays. Par exemple, il y avait 3 bagarres en 9 secondes entre les États-Unis et le Canada dans le hockey. Bon, c'est assez connu les bagarres en hockey sur glace, mais quand même 3 en 9 secondes, ça fait un peu beaucoup quand même. Oui, alors moi, je pense quand même qu'il faut qu'on fasse une mini minute américaine avec le match retour de cette confrontation États-Unis-Canada, gagné par les Canadiens. Je vous invite vraiment, nos écouteurs, à aller regarder les highlights de ce match qui sont absolument fantastiques. Les Canadiens ont battu 3-2 les Américains dans un contexte effectivement politique tout à fait incandescent et où on a compris que Trump dit bah c'est super, le Canada sera bientôt notre 50e État, etc. Et eux répondent carrément bah, vous n'aurez pas notre sport, vous n'aurez pas non plus notre pays. Et après, ils s'affrontent sur la glace. Et ce sport, le hockey, moi je le connais très mal, mais quand je le regarde et quand je regarde des highlights, je suis dingue de ce sport et je trouve qu'il ressemble beaucoup au rugby dans l'engagement, dans la dimension, mais tellement physique et en même temps la finesse technique qu'exige ce sport et cette discipline. Je trouve ça dingue de faire ça en plus sur des patins. Donc Ah oui, vraiment, c'est ouf. regardez les highlights de la victoire 3-2 des Canadiens qui est une pure merveille. Tu sais, le seul match que j'ai vu, je pense que j'avais vu un match quand j'étais il y a longtemps à Lyon, mais j'ai vu un match en Suisse. C'était un truc de ouf. En fait, c'était genre 80 balles la place, c'était plein à craquer, on ne pouvait pas s'asseoir parce que ça sautait dans tous les sens. Il y avait, tu vois, le petit apéro avant, après, et franchement, quand tu viens me voir ici à côté de la frontière suisse, bah, on va faire ça la prochaine fois. Avec grand, grand plaisir. Bon, on n'est pas là pour parler politique, mais j'aime bien parler de nos potes, les potes de notre pack qui sont déjà passés ici sur l'émission. Si vous êtes nouveau avec nous, vous avez peut-être raté quelques entretiens que nous avons eu l'opportunité de faire. On essaie de faire des interviews et parler avec différents acteurs dans les différentes parties de ce monde de rugby que nous avons. Et voilà, et cette semaine, ça m'a fait chaud au corps plusieurs fois où nos invités, ils sont croisés dans la vraie vie. Par exemple, on a eu leur chance d'interviewer Lennart Korsan, ancienne joueuse de l'équipe de France. Et là, à plusieurs reprises, elle est passée sur l'émission pour parler rugby féminin. Et là, en fait, elle a un nouveau projet pour le rugby féminin qui s'appelle le Rugby Girl Academy. Donc, c'est une académie qu'elle a lancée l'année dernière pour les filles, académie spéciale pour les filles, c'est en Bretagne pour jouer en rugby. Et en fait, c'est apparu dans le BD d'un de nos autres invités qui est Becca et Popard, qui, en fait, c'est le BD Les Rugbymen. Et donc, je trouve ça super mignon, en fait, que le Rugby Girl Academy a apparu dans le nouveau tome des Rugbymen. Donc voilà, si vous êtes, merci de les soutenir, les deux d'ailleurs. Donc, si vous êtes à la Fnac, allez acheter le BD. Et si vous avez une fille qui a envie de jouer, bah, envoyez-les à Rugby Girl Academy.
Mais attends, c'est pas la seule là des histoires de croisement là. Ouais, en fait, on a un autre aussi. Moi, j'aime bien interviewer des gens qui ont écrit un livre, par exemple, surtout sur le rugby. Et on a eu un petit photo de Xavier Brissard qui a écrit L'art de la guerre du rugby. Et Monsieur Rugusby, qui est super connu sur Facebook et qui a aussi écrit plusieurs livres. Ils ont partagé un petit moment ensemble. Et apparemment, Monsieur Rugusby, donc il faut absolument le suivre sur Facebook, il a un nouveau livre qui sort qui s'appelle Le rugby, c'est sérieux, mais c'est pas très grave. Bon, ben, ça, c'est exactement pour nous, ça. Hein. C'est notre thème. C'est sérieux, mais c'est pas grave. Bah, on va le re-inviter sur l'émission. Allez, Thierry, on y va pour les matchs de ce week-end? Premier match du week-end, c'est Pays de Galles contre Irlande. On est dans le Principality Stadium, couvert et plein de fêtes avec AC/DC, un peu de fête artifice pour démarrer ce match. Un match plutôt sans suspense sur le papier. Pays de Galles, ça fait 14 défaites de l'affilée. Leur coach, le vénéré Warren Gatling, était viré il y a une semaine après la défaite contre l'Italie. En Irlande, même avec un coach intérim, ça roule sur les prés de rugby comme un méga tondeuse. On a des deux jolis hymnes nationaux et on a des nouveaux têtes aussi pour le Pays de Galles. Il y a Ellis May, pas bien vieux, lui, qui débute. Il y a Blair Murray, le petit 15, qui est sur son 3e cap. Et une histoire que nous, on aime bien, Will Griff John, le pilier, et pas Wycliffe Jean, le rappeur. 32 ans et que sa 2e sélection avec Pays de Galles. Il y a aussi Ben Thomas qui était 10 pour les derniers matchs et maintenant il est 12 dans sa position d'origine. Et voilà, en 10, c'est certain Gareth Ashcombe qui amène un peu d'expérience avec 39 caps. Pour Irlande, McCarthy est de retour en 2e ligne. Il y a un vieux paire de centres, Henshaw et Ringrose, Lowe et Hanson en allié, le jeune Pendergrass qu'on aime bien, et de l'expérience en 3e ligne avec Conan, O'Mahony et Vanderflyer. Le match démarre et Porter va perdre à mêlée face aux moustaches féroces de son vis-à-vis, Wycliffe Jean. Paleteo et en jambes et l'attaque rouge démarre doucement, mais les trèfles sont omniprésents. Grattage, 50-22, pénal touche et essai logique par Jack Conan des Barbarians. Les jolis coups de pied de Prendergast, Lowe qui galope vers l'en-but et le jeune rouge, Ellis May, il va forcer le en avant. Encore un mêlée gagné par les rouges et un mêlée gagné par les verts. 10-3 à 23 minutes. Et les Rouges sont de retour dans les 22 des Irish. Le 15, Murray, fait un bon match et dommage, le 9, il a loupé son essai, avec un en avant comme les Français il y a 2 semaines. 29 minutes, les Irish loupent une opportunité aussi. Passe ratée du 15 Irish Osborne. Le Rouge sont à niveau dans les 22 grâce à un joli travail du pilier moustachu John encore. Le stade est fou et ils sont comme moi, ils veulent vraiment que les Rouges marquent. Ils doivent se compter de 3 points, 10-6, toujours pour Irlande. Mais c'était un carton jaune pour Ringrose pour un plaquage assez haut, assez dangereux et assez moche. Prendergast va rater la pénalité et puis il va rater un ballon haut. Les Rouges gagnent une autre pénalité, encore grâce à Mustache Man Will Griff John, et ça va être pénal touche pour les Rouges juste avant le mi-temps pour profiter de supériorité numérique. Et gros moment dans le Principality Stadium grâce à cet essai mérité par le capitaine gallois Jack Morgan, 13-10 pour le Pays de Galles. Quel mi-temps de Six Nations Rugby. Ouais, une superbe mi-temps et surtout des Gallois qui mènent à la mi-temps. 13-10, ce à quoi on ne s'attendait pas. Donc je te laisse raconter la suite, mais ça dit quand même quelque chose sur le rugby gallois qui est tellement en souffrance, mais qui là a montré au moins ça. Ils n'ont pas eu peur, ils se sont retrouvés devant à la mi-temps, c'est pas passé très loin. Deuxième mi-temps démarre de manière débridée. Les Verts sont encore 10 minutes à jouer à 14 car c'est un carton rouge. Et puis un peu de magie. Le petit 15 rouge, il sert Rogers pour un super essai dans le coin, un saut acrobatique comme Vandermel la semaine dernière. 18-10 pour les Gallois quand même. Difficile d'arrêter le pick and go des des Irish, c'est 18-13. Les Gallois s'amusent en attaque, mais il y a toujours une 3e ligne verte pour les stopper. Bondi Aki va entrer pour Ringrose et ça me semble pas juste. Souvenez-vous que les cartons rouges sont que 20 minutes maintenant et après le joueur en question peut être remplacé. Prendergast va faire un joli 50-22 et puis un peu de volée pour les Irish. Longue passe au pied par Gibson Park. James Lowe saute dans l'air. Petit claquette pour le 15 qui aplatit. 18-18 car Prendergast loupe le coup de pied. 62 minutes, beaucoup de changements, le tempo ne baisse pas, les Rouges toujours ouverts en attaque, dommage pour les petites erreurs de main. Ben Thomas le 12 est en mode général, il distribue des jolies passes.
Aki, avec son nez abîmé, va marquer son territoire. Prendergast passe la pénalité encore de 50 mètres et ce match commence à échapper des Gallois. Ils perdent par 6 points. Mais petite erreur et cartouche directe et gros effort de l'attaque rouge et le petit nouveau Ellis Mee va aplatir juste avant la ligne à 2 petits doigts. Pas assez. Dommage. Les Rouges ne trouvent pas la faille dans la défense des Irish. Un défaite, mais très encourageant pour les Gallois, tellement qu'ils n'ont pas envie de finir le match et jouent après les 80 minutes. Ça finit 27-18 pour Irlande. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire se répète et continue, puisque c'est la 15e défaite de rang des Gallois, ce qui est complètement fou. Faut pas oublier à quel point quand même l'équipe galloise est une équipe de légende du rugby européen. Donc, ils traversent clairement la plus grosse crise de leur histoire et ils sont dans une situation qui est objectivement dramatique. Tellement dramatique qu'effectivement, comme tu le disais, ils ont viré Warren Gatland, qui lui aussi est une icône de ce sport. C'est lui qui a mené cette équipe à son dernier grand chelem à la fin des années 2010, du temps qui nous paraît tellement loin de Alan Wynne-Jones et de toute son équipe de l'époque. Mais sur ce match, même s'ils ont perdu, on peut dire qu'ils auraient pu gagner. Il y a 18-18 à la 67e, et quand tu es à égalité à 13 minutes de la fin, quel que soit le niveau auquel tu joues, tu sais qu'en fait, ça peut le faire. Ça peut passer. Et ça fait assez longtemps qu'on ne les a pas vus dans une position où ça peut passer contre un cadre du rugby mondial. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été très malheureux de laisser refuser à la 73e à Ellis Mee. On demandait vraiment qu'à y croire, mais effectivement, il tient pas tout à fait le ballon et malheureusement, ça marche pas. Donc l'essai est logiquement invalidé. Et on a vu une équipe d'Irlande qui est peut-être arrivée un peu tranquille au Principality Stadium en se disant de toute façon, bon, ça va le faire, on sait pas trop comment, mais on s'inquiète pas. Ils ont dû être surpris par la furia galloise, certainement, par les nouveaux joueurs là qui sont l'électrochoc de la nouveauté, y compris quand on a 32 ans et que c'est que sa deuxième sélection pour ce pilier qui fait un super match, etc. Mais ce qui est certain, c'est que en deuxième mi-temps, à un moment, ils ont serré le jeu. Parce que dans la dizaine de minutes entre la 50e et la 60e, James Lowe nous sort sa petite spéciale avec la claquette. Quand il marque pas, il fait toujours des assists exceptionnels. C'est exceptionnel ce qu'il fait sur cet essai. Et puis la rentrée de Bundee Aki à la 53e, il a joué 27 minutes, mais il a déchiré tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il était absolument intenable. D'ailleurs, il avait la gueule à moitié ravagée. Son nez aussi, ouais. Le nez était complètement en vrac, etc. Donc, je pense qu'ils y ont été un peu en se disant, de toute façon, on va gagner, on réserve, je sais pas, il est peut-être un peu fatigué, Aki, etc. Donc, on va le faire rentrer. Mais quand il est rentré, on a l'impression que c'était sa première sélection. Il était totalement enragé. Donc, ça montre quand même qu'ils ont ces très grands joueurs pour une équipe en surconfiance qui viennent faire la différence, mais il a fallu aller chercher ça pour battre les Gallois. C'était pas du tout une formalité, et à tel point qu'ils ont aussi choisi de taper les 3 pénalités au pied. Donc Prendergast, il met les 3 pénalités pour passer de 18-18 à 27-18, et ils n'ont pas fait les malins à aller en touche et à aller jouer à la main. Ils ont pris les points au pied pour sécuriser l'affaire. Donc moi, ce que je retiens, c'est que les Gallois, peut-être, ont touché le fond et amorcent une remontée. Et c'est tout le mal que je leur souhaite. Écoute, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, notamment, comme tu dis, mais Aki, je suis assez certain que le coach l'a pris avant de le mettre. Il a dit, va gagner ce match, quoi. Parce qu'on a vraiment besoin de toi. Et il a fait, mais c'est un mec quand même, c'est hyper impressionnant. Qu'on peut dire aussi, c'est comme tu dis, beaucoup de jeunes joueurs, j'aime bien la façon que tu dis, en fait, ils sont au fond et après, il y a un certain rebond. Parce qu'on peut dire, en fait, il y a la ligne derrière, là, qui commence à être sympa. Si Mee, il arrive à refaire. Donc, moi, j'ai vraiment envie de regarder ce match, les matchs gallois pour les 2 prochaines semaines, parce que j'ai envie de voir ce petit 15, même s'il est petit, il est plutôt pas mal, dans l'air, etc. Mee, qui a vraiment cartonné pour ce premier match. C'était Rogers, il était pas mauvais. On a déjà parlé de lui, ce 6 Nations. Donc, il commence d'avoir quelque chose là. Et j'avais aussi aimé, bien sûr, le 10 qui maintenant passé, comme j'avais dit la semaine dernière, dans sa position d'origine pour Ben Thomas. Et là, ça commence, en fait. Là, on commence de voir peut-être le démarrage d'une ligne sympa. Tu as vu qu'il y avait Rhys Ahmed qui était là dans les tribunes. Peut-être ça lui donne envie de retourner, hein?
Ouais, il était dans les tribunes et j'avoue que je trouve ça cruel de le voir à l'extérieur du terrain, alors on n'aurait qu'une seule envie, c'est qu'il soit là pour sauver la patrie. Et ce serait une belle histoire. On sait très bien que quand tu es au fond du gouffre comme ça et que tu as quelqu'un qui revient, qui remet l'habit de lumière et qui te fait basculer un match d'un seul coup, c'est pas juste quelques copains et un stade qui y croit, c'est tout un pays, quoi. Et je Ouais. trouve que le voir dans l'ombre, d'ailleurs, c'était des images assez particulières. Il était en retrait, on le voyait, mais on ne le voyait pas complètement. En même temps, il n'était pas éclairé, etc. Et peut-être que lui, ça lui fait mal au cœur de pas y être. Et je pense que tout le rugby gallois se dit, mais qu'est-ce que tu fous chez les Jaguars à jouer avec l'autre ballon Je ovale? pense qu'il Mais est même plus là. Je on pense qu'il a changé s'en d'équipe. fout, ce truc. Mais on Mais viens, s'en reviens. fout du foot américain. Mais reviens à la maison, quoi. C'est Et sûr. c'est vraiment ce que j'ai ressenti, moi. Ouais, mais d'ailleurs, Principality Stadium, il ouah, ça a l'air incroyable. Mais ils étaient, tu vois, t'imagines 14 défaites d'affilée et ils sont comme ça. Ils sont tellement brillants et tellement derrière leur équipe, c'est un truc de fou. Les publics britanniques ont cette culture du support envers et contre tout, plus, je pense, que nous. Nous, on serait à 14 défaites d'affilée. Je pense que les mecs se feraient siffler, mais ce serait un carnage dans le public. Donc, je pense que c'est un très bel hommage aussi à rendre à quand même cette culture des supporters, de ces inventeurs de tous les sports co que sont les British. Qu'on le veuille ou non, hein, ça nous gonfle de le dire, mais c'est quand même vrai. J'aime bien d'ailleurs, on rigole avec mon fils parfois quand on voit la pub. Nous, on n'a pas inventé le rugby alors que on a inventé d'autres sports. C'est bien eux qui l'ont inventé. On l'a réinventé. Bon, ok, on Ouais, s'en ouais, il est pas rassure mal. quand Je suis d'accord. Je suis d'accord. même. Mais je trouve que cette pub est sympa. Moi, je trouve que c'est toujours les sports le plus fou furieux, c'est les Français en fait. Tu sautes d'un avion avec un parachute et un snowboard, c'est un Français qui a inventé ce genre de truc comme ça, quoi. Allez, petit dernier mot sur ce match, c'était Gibson Park en fait le 9 qui était élu l'homme de match et en fait il faut dire quand même c'est un sacré bonhomme ce joueur, il était partout, joli coup de pied, il était vraiment super présent donc bravo à lui. Très très haut niveau et je retiens aussi la performance de McCarthy quand même, deuxième ligne, Oui, qui a fait un très très gros boulot dans le pack et c'est vrai qu'on l'avait pas vu depuis quelques fois et je trouve que il montre aussi que c'est un sacré sacré client. allez, on va passer à des autres Britanniques. Deuxième match de samedi, c'est Angleterre contre l'Écosse. Ça fait 4 ans depuis 2020 qu'ils n'ont pas gagné contre les chardons qui piquent, les pauvres Anglais. Pas de Stein pour l'Écosse, c'est plutôt Kylo Ren, le fils de Han Solo. Ah non, c'est Kylo Rowe, excuse-moi. Je suis un peu étonné de voir Dave Cherry en talonneur, qui n'est pas tout jeune, lui. Finn Russell, le 10, est de retour après un contact sur la tête il y a 2 semaines, mais Darcy Graham, lui, non. Angleterre, c'est plus ou moins le même, des tauliers devant avec Itoje, Ganges, des arrières aussi en Slade, mais des nouveaux derrière aussi avec Finn Smith, qui était le 10 qui a assuré contre nous il y a 2 semaines, et l'électrique Marcus Smith en position en arrière, en 15. Blair Kinghorn est déjà en jambes dans ce match et c'est Vanderbilt qui va percer. Blair pour Tom Jordan, le centre, et bam, 5-0. L'Écosse, c'est essayé par Ben White, le 9. Angleterre va reprendre directement. Freeman avec l'essai, malgré les 6 mains écossais au-dessus le ballon. C'est 7-5 pour les Anglais. Kyle Rowe, encore avec des appuis. Les Écossais sont chez les Anglais, mais en avant. Je ne sais pas ce que les Écossais ont mangé pour le petit déjeuner, mais ils pèsent lourd dans ce début de match. Costaud dans les impacts, notamment les piliers. Et puis, c'est les arrières des Bleus qui vont briller. Toujours Vandermeer qui fait la différence. Il résiste 2 plaquages et sert Hugh Jones pour l'essai. Toujours sans transformation de Finn Russell. 10-7 pour l'Écosse. Dommage pour Blair Kinghorn. Il est en jambes mais pas en main aujourd'hui. Ça fait toujours mauvaise passe ou faute de moins par lui. Gros moment pour l'Écosse. À la fin de ce mi-temps, toujours Vandermeer qui est un maniaque dans ce match. Mais un des frères Curry va gratter le ballon sur leurs 5 mètres. Juste avant le mi-temps, et j'ai l'impression que c'est le premier ballon d'attaque d'England. Grosse percée par Harley Lawrence, Marcus Smith qui mystifie tout le monde, mais mauvaise passe à la fin de la course. 10-7 pour l'Écosse pour le mi-temps. Ouais, c'est une mi-temps, c'est un pur régal. Un régal de jeu écossais contre un jeu complètement bourrin et désespérant des Anglais. Enfin, faut quand même... là, il y a vraiment pour moi, deux mesures complètement entre ce que proposent les Écossais en qualité de jeu et ce que proposent les Anglais comme restriction de jeu et quasiment comme anti-jeu. C'est absolument incroyable. D'ailleurs, les stats le disent, on le verra à la fin du match, mais c'est 100 passes pour les Anglais, 247 pour les Écossais.
c'est 36 jeux au pied pour les Anglais qui n'ont fait que de se débarrasser du ballon, 25 seulement pour les Écossais, et c'est 194 plaquages pour les Anglais contre 87 pour les Écossais. C'est-à-dire que les Anglais n'ont pas joué au rugby. Ils ont fait que défendre, foutre des coups de pompe et regarder le jeu, mais tout à fait extraordinaire des Écossais. Moi, tu le sais, puisque je le dis beaucoup, je suis complètement fou de Van der Merwe, qui a d'ailleurs été élu homme du match. Tu vas le dire après, mais quel premier essai! Mais c'est une masterclass de jeu d'arrière, le premier essai. Il y a tout. On prend l'avantage au contact, on va dans la largeur, on remet intérieur. Il y a des courses, il y a des passes, il y a des gestes justes. On joue collectif, mais c'est juste sublime. Et en face, la réponse assez rapide d'ailleurs des Anglais. Gros truc de bourrin, pick and go, Freeman, une espèce de Lomou blanc qui arrive lancé comme un frelon à 1 mètre de la ligne, et boum, il y a essai, quoi. C'est-à-dire essai à 0 passe ou à 1 passe quasiment. Le deuxième essai, encore un jeu de 3/4 de malade avec Van der Merwe qui déménage, qui fait jouer à nouveau, c'est-à-dire qu'il ne sait pas que aller marquer et prendre l'avantage tout seul. Il a énormément fait jouer après lui. Ça, c'était vraiment fantastique. À nouveau, à la 30e, à la 35e, des scénarios comparables avec un Van der Merwe qui fait un peu ce qu'il veut. Et puis, un gâchis des Anglais avec quasiment la seule action, Lawrence, là, qui a un ballon tout fait, et puis qui se retrouve malheureusement à pas savoir quoi foutre du ballon, et puis ça marque pas. Donc, une mi-temps vraiment tristounette côté anglais, et on se dit tellement, mais les Écossais vont mériter de gagner, c'est pas possible. Et on voit quand même que les 2 essais de la première mi-temps, déjà, Finn Russell rate les 2 transformations. Et là, nous, on regarde le haut niveau de notre canapé, c'est facile, mais on se dit, Finn, là c'est con, là. Là, c'est con parce que celle-là, ça va peut-être coûter cher à la fin. Deuxième mi-temps et l'Écosse toque sur la porte des Anglais, mais Itoje il va sauver la journée quand il arrache le ballon à la 5 mètres. Curry sort et le dray de Cunningham South va arriver. Encore un mêlée gagné par les Anglais et Jamie Ritchie, le futur catalan, va piquer un ballon aussi. L'autre, Curry, va faire le même. Match très égalé. J'ai l'impression que ça joue dans les tranchées pour l'instant. On a l'impression qu'un contre-ruck va gagner ce match. 10-10 à 57 minutes et voilà le babyface Finn Baxter, le jeune pilier anglais qui entre. Finn Russell l'a presque fait. Itoje fait un grattage acrobatique, on va dire, c'est légal ça. Gros match par lui quand même. Mais Marcus Smith va prendre les points suite à un faute écossais, 13-10 pour Angleterre. Encore une faute contre les Écossais, car ils ont maltraité un Curry, 16-10 England toujours. Opportunité énorme pour l'Écosse pour un penalty touche. Ils n'arrivent pas à passer la frontière des Anglais. Dernière opportunité avec 2 minutes. Les Écossais doivent marquer un essai transformé pour gagner ce match avec 45 mètres à traverser. Et McDowell fait un geste énorme, plein centre, 50 mètres gagné. Et Van der Merwe va marquer cet essai finalement. Il faut juste le transformer pour gagner le Calcutta Cup pour la 5e fois à la suite. Mais non, 3 essais, mais 0 transformation. 16-15. Angleterre est très chanceux, very, very lucky. Ouais, c'est le Calcutta drama, parce que effectivement, c'était pour les Anglais quand même une succession d'affronts très importante de la part des Écossais qui étaient venus gagner plusieurs fois, qui les avaient battus à Murrayfield, etc. Donc, il était temps pour les Anglais de remettre, comme on dit, l'église au milieu du village, mais ils le font d'une manière qui est vraiment détestable, parce qu'ils gagnent de la plus petite des marges avec un seul point, avec 3 transformations ratées. Et franchement, le panache était écossais. Et notamment la dernière action dont tu as parlé, mais il y avait de quoi sauter en l'air, parce qu'on n'y croyait plus. Et cette action est exceptionnelle, avec, en plus, cerise sur le gâteau, qui vient marquer Van der Merwe. Et puis franchement, tu te dis statistiquement, merde, Finn Russell, il a raté les 2 premières, il va mettre celle-là, puis ils vont gagner 17-16, quoi. Et il la loupe. Ah non, alors là, c'était vraiment trop dur. Je pense que d'ailleurs, lui, il va s'en souvenir longtemps, parce que 0 sur 3, quand on est un joueur de haut niveau comme lui, c'est quand même pas fréquent. C'est extrêmement cruel. Mais moi, je retiens, au-delà du score, parce que les Anglais n'ont pas volé cette victoire non plus. Ils ont quand même été costauds en défense, incontestablement. Il y a eu plusieurs moments où ils ont tenu leur ligne de façon extrêmement sérieuse. Et aujourd'hui, en ce moment, de toute façon,
ils sont en reconstruction. Donc, ce dont ils ont besoin, c'est quoi? C'est de se faire des certitudes que, en tant qu'équipe, à 15 ou à 23, ils arrivent à se sortir de guêpiers infernaux, qui était le cas d'hier, parce que ils jouent 15 fois ce match, ils le perdent 12 fois. Ah Voilà. ouais. Comme contre nous. Donc là, ils se disent, bah, les gars, la baraka, ça existe. Si on est solidaire, déjà, on met des choses de notre côté. Et c'est ça qu'ils sont en train de construire. Est-ce qu'avec ça, ils vont arriver à redevenir flamboyants? Parce qu'ils ont quand même des grands joueurs. Euh, Finn Smith et Marcus Smith, derrière, c'est quand même des sacrés joueurs. Et le Finn Smith, il est quand même pas trop maladroit en attaque. Et bien que ce soit pas un énorme gabarit, c'est un sacré joueur en défense aussi. Et pour avoir poussé Marcus Smith à l'arrière, ça veut dire que c'est peut-être lui qui est en train de devenir le grand bonhomme du rugby anglais de demain. Donc, attention, avec Baby Baxter et compagnie, là, ils se forgent des convictions en jouant très mal. Ils arrivent à gagner des matchs, mais très mal. Ils sont mais pathétiquement mauvais. C'est absolument affreux. C'est 2 victoires, mais sans panache, à Mais part un petit point. mais sans aucun panache. C'est vraiment les 2 victoires les plus pourries qu'on a jamais vues. Mais pourtant, ils ont gagné. Ouais. Donc, c'est toujours l'exigence et la cruauté du très haut niveau. C'est pas un concours de beauté, en fait, le rugby. C'est des règles, et celui qui gagne à la fin, c'est celui qui a appliqué ces règles-là et qui est devant au score. Et parfois, tu as envie de donner 1000 fois la victoire à une équipe. C'était le cas contre des Écossais, encore plus que nous, il y a 15 jours. Nous, il y a 15 jours, on la méritait pas, on a fait tomber trop de ballons. Les Écossais, ils la méritaient, celle-là, Ah oui, franchement. grave. Donc, moi, j'ai à nouveau passé un magnifique moment parce que c'est tout simplement des actions, des joueurs qui me font rêver. Ce Finn Russell, même s'il a loupé ses 3 points au pied, je continue d'adorer ce joueur pour son panache, pour son talent. Et c'est un leader dans son équipe. Et il est accompagné de joueurs exceptionnels, notamment sur la ligne arrière en Écosse. Enfin, franchement, ils ont une ligne de 3/4 de fou. Ils méritaient de gagner. J'ai eu mal pour eux. C'est exactement ça. En fait, c'est marrant parce que c'était un super samedi de rugby et moi j'attendais de faire ma sieste, tu vois, sur le canapé, là, tranquillou. Allez, tu pouvais pas, là? Ah non, je pouvais pas. Attends. Tu vois, Pays de Galles, Irlande, ah non, je vais dormir. Bah non, finalement, je pouvais. Et en fait, j'étais même chose pour l'Écosse, j'étais sur le bout de mon canapé, là, impossible, tu vois, de fermer les yeux. Mais franchement, un super, super samedi de rugby, ça c'est certain. Allez, un passe à nous, donc France à Italie, contre cette équipe d'Italie qu'on connaît bien. 2 petits changements depuis 2 semaines pour cette équipe qui a battu les Gallois. Pour la France, pas mal de changements. En fait, étonné de ne pas voir Damien Penaud. C'est Théo Atisobé. Donc moi, je vais juste dire à Théo à partir de maintenant, si ça ne te gêne pas, mon cher Théo. J'ai plus l'habitude. Et voilà, Penaud, il est à Bordeaux avec Jalibert. Donc c'est Ramos en 10 et Léo Barret en 15. Il y a Michael Guillard aussi en 2e ligne de Lyon. Et retour de nos préférés, là, Thibaut Flamand, qu'on adore. Le match démarre et on récupère un pénalité, mais Léo Barret va perdre le ballon. Moefana perce, mais pas de bol. Encore le transfert entre Ramos et Barret qui est un peu bof. Belle sortie des Italiens, up and under, ils sont chez nous. Pénalité contre nous et Movaca qui est le fautif, mais ça passe à côté. Petite alerte quand même. Et réponse par les Bleus, Ramos pour Théo, Théo pour Barret, essai, mais bon, passe en avant, dommage. Et puis c'est Melancello, meilleur joueur destination l'année dernière, il nous montre pourquoi. 7-0 pour Italie. Et puis c'est pour nous et on gère bien. Barret sur le côté, Guillard le Lyonnais va marquer, mais les Italiens sont vifs quand même, ils chopent un pénalité, 10-7 pour eux. Les Bleus commencent à trouver leur rythme. Ça prend un peu de temps, mais les avants vont marquer cet essai. Movaca qui était bien patient, 14-10. Et voilà, Barret va servir Louis Bébé, qui va pas oublier son capitaine Dubon, qui va la finir 21-10. Ramos qui était sous la pression pour le coup de pied. Mais Italie n'est pas enterrée. Ange Capozzo esquive, Brex va marquer plein centre. Jolie passe par la 2e ligne. C'est 21-17. Greg Aldrit y monte la voie en puissance. Bouderon le suit. Joli essai par lui, 28-17. On est à 45 points dans ce match à que 30 minutes. Match très ouvert, mais j'ai l'impression que ce match va être gagné par les avants quand même. Il faut qu'on les use devant. Et voilà Dupont qui tient le ballon jusqu'aux dernières secondes. Il sert un Léo Barret bien lancé. Il avait l'embarras de choix à ce moment-là. 35-17 pour le mi-temps. Oui, c'est un score élevé en nombre de points, avec une sorte de festival offensif qui s'annonçait, avec une petite crainte qui a duré 5 minutes. C'est-à-dire que les Français sont bien rentrés dans le match, mais les Italiens aussi ont extrêmement bien défendu.
Et ils ont marqué les premiers. Et il y avait presque les ingrédients pour nous faire douter. Et on sait que les Italiens nous font souvent douter. Ils ont failli nous battre l'année dernière. Rappelle-toi, hein, c'est une transformation ou une pénalité, je ne me rappelle plus, mais quasiment dans les arrêts de jeu ratés par l'ouvreur Garbici qui avait sauvé la tête des Français pour que ce soit pas une défaite. Donc, moi, j'étais quand même un petit peu dans le doute. Et la semaine dernière, je t'avais dit, soit on va leur en mettre 60, soit ça va être l'enfer et on va gagner d'un point ou perdre. Donc, les 10 premières minutes m'ont fait douter. Et puis ensuite, la cavalcade s'est mise en marche et tu vas nous raconter la deuxième mi-temps. Ça a été quand même vraiment à sens unique. On en reparlera à la fin. Pendant le mi-temps, je me suis dit, tiens, ça va être 70-34 si on continue à ce rythme-là. Deuxième mi-temps, Lio Barré assure dans les airs. On est bien lancé. Aldrit en terre promis, 42-17. 48 minutes, le moment de la relève de la garde. Les remplaçants arrivent. Notamment Joulanche. Et puis Dupont pour Théo pour Louis Bébé, 47-17. Et ça roule. Moefana perce et sert Dupont, 64-17. Louis Bébé avec un passe de malade pour Barassi. Mais Théo est plaqué par Brex juste avant l'essai. On loupe des essais et Italie va marquer les leurs. Garbassi qui a bien fait, 54-24. Ramos au centre, Louis Bébé va faire le nécessaire et Lio Barré va marquer au moins son deuxième. Sacré match par lui en 15. 61-24. 67 et bonjour le coup, mais on ne sort pas Dupont, mais plutôt Ramos. Il faut protéger quand même notre trésor national Dupont. Lio Barré a failli perdre un jambe. Les Italiens continuent à plaquer dur. Ça devient un peu moche, je trouve. On joue un peu individuel. J'ai rien dit. L'essai individuel de Théo est vraiment un exploit personnel. 68-24. Allez, peut-on faire 75 dans ce match de dingue? Il n'a pas fait grand-chose, ce Barassi. Ah, j'ai rien dit, monsieur Barassi. Pardon, essai par lui. 73-24. Énorme, super victoire de la France. Oui, tu dis super victoire et c'est vrai. Et en même temps, je trouve que c'est tout ce qu'on veut voir et c'est aussi tout ce qu'on n'aime pas. C'est-à-dire, j'aime pas ces compétitions dans lesquelles il y a un écart trop grand entre les équipes. On pensait que les Italiens étaient en train de le combler depuis quelque temps. Et là, ils n'ont pas été du tout à la hauteur. Parce que les Français ont été excellents en attaque, on ne peut pas leur enlever ça. Mais ils ont été assez empruntés en défense à plusieurs reprises. Hein. Barassi, tu le dis, bon, il marque le dernier essai, mais ça sauve à peu près sa performance. Mais il a été quand même assez mauvais en défense. Sur le premier essai, il est pour lui. Sur le deuxième, il rate un plaquage. C'est inquiétant. Hein. Si c'est les Irlandais en face, on ne peut pas jouer comme ça. Donc moi, je suis quand même un petit peu préoccupé de la performance défensive de la ligne de trois quarts. Parce que prendre des essais contre des Italiens dans un jour aussi mauvais, pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon du tout à 15 jours d'aller affronter les Irlandais qui marchent vers leur Grand Chelem et leur troisième tournoi destination d'affilée. Donc, bien entendu, la performance offensive, elle est exceptionnelle. Elle est très belle, elle est très réussie. On a vu des choses absolument super. Michael Guillard, première action, blam, grattage, pénalité contre les Français, contre les Italiens, etc. Derrière, essai. Il a fait absolument un super match. Aldrit, à nouveau, a avancé tout le temps. Ah ouais. Boudin dans son registre, les grands coups d'épaule, les machins, bah, c'est ce qu'on lui demande de faire, bah, il le fait. Hein. Il n'y a pas de souci. Dupont, bah, voilà, il porte le ballon sans arrêt. Il marque un ou deux essais, je sais plus. Mais c'est incroyable. Je pense qu'il a marqué 2, mais en fait, c'est le service qu'il a fait. Il y avait plusieurs fois où il court avec. Tu vois, c'est ce truc de 7 où il est jamais sous pression. En fait, il attend qu'il y a 3 mecs sur lui pour juste lancer. Tu vois, le service à Barré, là. Il a gardé, moi je disais, c'est cuit, il a gardé trop longtemps. Dans le rugby normal, il aurait juste, aller par terre avec, mais là, non, il garde juste la petite dernière seconde pour servir Barré qui. Mais en plus, il avait du choix, hein, c'était 4 contre 2 sur le côté. Et tu parles de Barré qui a fait un match d'anthologie, franchement. Sur les ballons énormes, très juste, souvent dans les prises d'intervalle, dans les remontées de ballon, dans les choix de passe, etc. Donc c'est aussi un excellent joueur. Moi, j'aimerais pas être Fabien Galtier aujourd'hui. Franchement, parce que il a sa petite crise de nerfs là, avec Damien Penaud, Mathieu Jalibert et compagnie. Damien Penaud qui n'était pas là, bon, à Tissot. Mais c'est pas pourquoi, en fait. Bah, en fait, on sait que ça se passe quand même pas très bien depuis que ils lui ont fait des reproches sur sa
performance défensive à Twickenham, enfin offensive et défensive, parce qu'il a fait tomber des ballons et il n'a pas été très bon en défense. Donc à un moment, ils lui ont fait des reproches, et lui, il dit finalement, bah, écoutez, si c'est comme ça, moi, laissez-moi au club, allez gagner contre l'Italie sans moi, et puis regardez si vous avez besoin de moi après. Donc je pense qu'il y a un petit psychodrame qui est en train de se jouer dans le groupe qui me plaît pas beaucoup. Ouais, ouais, d'accord. Parce que on entend des choses sur l'entente à l'intérieur du groupe qui est comme ci, comme ça, ce problème récurrent avec Jalibert, maintenant il y en a un avec Penaud, qui va jouer à l'arrière? Est-ce que c'est Ramos qui n'a pas été parfait en première mi-temps, même s'il a été globalement bon et il a été bon au pied? Est-ce que c'est Barré maintenant qui va rejouer à l'arrière parce qu'il a été excellent et il va falloir être excellent parce qu'à Dublin, ça va être ballon haut sur ballon haut pendant toute la partie, ça va être l'enfer. Et puis ce qui arrive en face, c'est l'eau. Hein. Voilà. C'est pas Capozzo, même s'il est très bon Capozzo. C'est pas tout à fait le même calibre quand même. Donc je pense que là, on a une vraie question sur la composition qu'il va y avoir à Dublin et un vrai défi, puisqu'il n'y en avait que deux dans ce tournoi, au-delà de le gagner comme tous les tournois. C'était aller gagner à Twickenham et c'était savoir si on est capable de battre les Irlandais. Les autres réponses, on les a. Hein. On sait qu'on peut battre les Écossais. On n'est pas sûr de les battre, mais on sait qu'on peut les battre. On sait que normalement on bat les Italiens. On sait que les Gallois sont au fond du gouffre. On a raté notre match, mais dans les grandes largeurs contre les Anglais. Est-ce qu'on va être capable d'aller foutre par terre le projet des Irlandais de faire le Grand Chelem? Moi, j'ai évidemment ma petite idée, mais, mais je ne la donnerai pas, Ouais. parce que je suis préoccupé sur la composition qu'il va y avoir et sur le jeu de chaises musicales qu'il y a dans tout ce groupe-là, qui est pétri de talent, mais qui, pour l'instant, ne montre pas des certitudes collectives dans les moments où c'est très, très dur. Voilà. Bon, écoute, il y a deux choses là-dedans. Il y a une chose où je suis d'accord avec toi que ça me fait un peu peur que d'un coup Damien Penaud n'est pas là, parce que c'est un sacré, mais c'est un fou. On J'adore. ne peut pas se passer de ce joueur, normalement. On ne peut pas se passer de ce joueur. Il ne faut pas oublier qu'en plus, qu'il soit sur l'équipe. Il est à un essai du record de Philippe Sella, du record d'essai en équipe de France. Je veux dire, on devrait sans arrêt tout faire pour qu'il continue de grandir. On voit bien que c'est un mec qui marche à la confiance. C'est pas un mec qui lit, qui fait des déclinaisons en latin, hein, lui. C'est un mec qui marche à la confiance, au plaisir et à la performance. Voilà. Donc, si on commence à le faire douter, et à l'instinct, si on commence à le faire douter en le foutant sur la chaise du fond, en lui disant, toi, va réviser avant de revenir, je doute un petit peu que ce soit la bonne stratégie. C'est facile à dire, c'est pas moi qui gère. Oui, c'est sûr. Mais en plus, moi, personnellement, je n'ai pas trouvé qu'il avait fait un super mauvais match contre les Anglais non plus. Mais bon, on est... Il est quand même passé à côté. Ils sont tous passés à côté derrière. Il a lâché plusieurs ballons. Tous. Et donc, pourquoi c'est lui qui paye? Parce qu'on attend beaucoup de lui. Et un cadre comme ça devrait être celui qui renverse le match et qui ne fait pas les conneries que font les autres. Si on veut être le plus grand joueur du 15 de France, le plus grand marqueur de l'histoire du 15 de France, etc., on doit être présent dans les grands moments. C'est à Twickenham, c'est à Dublin, et on doit faire des gros matchs ces jours-là. Parce que faible avec les forts, fort avec les faibles, ça ne marche pas dans le très haut niveau et pour marquer l'histoire de son sport. Ouais, moi je trouvais que juste il y avait beaucoup de paroles sur les réseaux, etc. pour rien. Parce que peut-être, si tu vois, il était malade avant, peut-être il était un peu malade, bah, je sais pas, peut-être il avait... Ouais, tu vois, c'est ça. Pour moi, peut-être il a dit, tiens, prends un peu de temps pour prendre tes repères, on n'a pas besoin de toi contre l'Italie, on va jouer le jeune, Théo, qui a super bien joué, bien sûr, mais on va pas le remplacer, il est pas remplacé avec un bon match par Théo. Tu vois, c'est pas comme ça que ça se fait. Mais moi, je pense que peut-être on fait beaucoup de bruit pour un rien. Deuxième chose, donc je pense que tu étais un peu dur parce qu'en face, Brex et Menoncello, quand même, c'est des gros costauds. Donc, tu vois, et même s'ils sont à égalité, centre contre centre, tu vois, franchement, Brex et Menoncello contre Ringrose et Henshaw, pas Henshaw, mais oui, tu vois, les deux centres d'Irlande. Ringrose ne jouera pas, il a pris un rouge hier. Ah oui, c'est vrai. Hein, mais par contre, on va avoir Aki. Ouais, mais tu vois, avec son nez cassé, ça va être trop mal. Bon, en tous les cas, c'était Dupont l'homme de match. Et franchement, les nombres de services qu'il a fait, il était à très, très bon niveau, celle-là. La semaine dernière, on a fait 148 passes avec 30 fautes de main. Cette semaine, 242 passes avec 15 fautes de main. C'est un peu mieux, quand même. C'est une progression. Il faut être content. Non, mais faut être content qu'on gagne. Je suis d'accord avec toi, Thierry. Mais
Moi, je suis content qu'on ait gagné parce que ça nous permet de refaire le plein de confiance. Ça envoie un message à la planète rugby qui est attention, les Français, bah voilà, quand ils sont dans un bon jour, c'est 70 points contre l'Hérital, quoi. Voilà, c'est pas ça bataille comme des ratagas à gagner 23-12, quoi. Bon, donc c'est très bien. Mais encore une fois, il y a un tel écart de niveau entre les équipes qui se battent tout en haut et celles qui se battent en bas que ça a une signification qui est relative, voilà, qui est limitée. Moi, ce que je veux, c'est que les Français aillent taper les Irlandais à Dublin. Et là, je dirais, les gars, vous avez une équipe de crack. Si c'est pour aller à Dublin et se prendre un 37-19 en disant ah ben oui, gna, 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 mais bon, les Irlandais, c'est quand même ce qui se fait de mieux, ça me gonfle. Voilà. Pas la peine de foutre 70 points au Rital si c'est pour aller perdre à Dublin. Mais c'est moi qui dis ça. Et encore une fois, c'est très facile parce que moi, je suis peinard dans mon fauteuil. Devant la télé. Devant la télé. Oui, c'est vrai que l'année dernière, c'était 38-17 qu'on avait perdu contre les Irlandais. Ça fait un peu mal Chez quand nous. même. Rappelle-toi. Chez nous, ouf. Ouais, donc bon, ça va être le premier match du week-end. En fait, ça va être celle-là. Je pense que je vais être bien devant mon canapé à 15h15. Est-ce que tu as un petit prono, hein? On va gagner celle-là? Match nul? Je sais quoi? 18-18? Non, c'est difficile de faire un pronostic. Mon cœur dit que on va aller les battre. Et j'y crois. Ma raison dit qu'on va perdre. Mais j'espère de peu. Voilà. Je sais pas quoi dire, mais moi je pense que ça va un peu en réussite parce on a besoin. On a besoin de cette réussite et c'est pour ça qu'on va l'avoir. Et ce que j'espère, moi, c'est dans la compo. Je vais cracher ce que j'aimerais. J'aimerais que Damien Penaud soit titulaire, qui nous fasse le match de l'année, qui plante 2 essais là-bas, qui ferme le clapet de James Lowe parce que j'en ai ras-le-bol de celui-là et qu'on dise bon, ok, James Lowe il est bon, mais Penaud il est meilleur. Mais en fait, c'est le genre de truc quand tu prends, tu vois, les lignes par les lignes, tu vois, les lignes de piliers contre, en fait, on est égalité. La deuxième ligne, quand même, ils ont Taj Bern et McCarthy contre nous. On aura, ça dépend si on a Flamand. Tu vois, ça, c'est quand même, ouais, peut-être un tout petit peu vers eux, mais je trouve qu'on est bon en deuxième ligne aussi. Les troisième lignes, les deux côtés, c'est du monstre, en fait. Tu vois, entre Kroos, Bouderon, Andrit face à, tu vois, soit c'est Conan, Van der Flyer et tout. Peut-être je suis juste un peu aveugle parce que, tu vois, j'ai envie que ça se passe bien, mais 9-10 pour nous contre leur 9-10, on est un peu à égalité. Les 11, tu vois, les 11-14, les alliés, ils ont quoi? Lowe et Henshaw, et nous, on aura Louis Bébé et Penaud. Wow, quand même, c'est pour nous, je pense. Les centres, c'est là où ça peut, ils ont acquis au centre, c'est là où ça peut aller pour eux. Et en arrière, à creuser, est-ce que c'est. En arrière, ils ont quoi? Ils ont Osborne et peut-être un vieux que j'oublie son nom, mais un vieux, tu vois, qui a 32 ans, mais tu vois, donc ça, c'est. Ça, c'est un peu à égalité aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment égalité sur tous les côtés, quoi. Sur le papier, on a des équipes qui sont, on va dire, proches. Ils ont quand même un 5 de devant qui a beaucoup plus de conviction et de certitude. Nous, on a des très bons talonneurs, très bons piliers gauche, mais je suis désolé, Ouni Antonio est quand même un peu à la fin de sa carrière. Il est souvent sanctionné, il tombe souvent en mêlée. S'il est dans un grand jour, il peut faire plier n'importe qui. Mais s'il est un peu moyen, il peut vraiment souffrir contre Porter, qui est quand même un pilier gauche exceptionnel. Deuxième ligne, on les fait quand même pas mal tourner, on en a plein, mais eux, ils en ont 3, ils les font pas tourner. Hein. Les autres, c'est des monstres. Hein. Donc, pour moi, le 5 de devant, ils sont quand même un peu supérieurs. Tout le reste, je suis d'accord que ça se vaut parce qu'on a aussi des joueurs exceptionnels qui peuvent répondre dans des registres très différents. Louis Bielbarré et James Lowe, c'est vraiment pas les mêmes. Mais par contre, c'est des joueurs que personne n'a envie d'avoir en face quand même, quoi. Et puis effectivement, Penaud, s'il est là, ça peut être, on le sait, le facteur X. Ils ont peut-être Prendergast, qui est très jeune, mais qui a acquis quelques convictions sur ce tournoi, qui commence à être bon. On l'a dit, il a été bon hier au pied, alors il s'était troué le match d'avant. Ils lui maintiennent la confiance. C'est un joueur tout à fait atypique. Nous, qu'est-ce qu'ils vont mettre en 10? C'est la valse, c'est la chaise musicale, nous. Un coup, c'est Ntamak. Là, il sera à nouveau qualifié, a priori. Est-ce qu'ils vont le remettre? Un coup, c'est Ramos. Un coup, c'est Jalibert. Un coup, c'est Dupont en fin de match. C'est qui, en fait, le patron en 10 de l'équipe de France? Aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, face à des convictions très fortes qu'ont les Irlandais, nous, on a du talent, incontestablement, mais on a aussi des vrais doutes. Et il est temps d'aplanir les doutes par des victoires retentissantes, pas par des demi-victoires ou des presque défaites.
des presque victoires, comme disent les copains de la Fédération française de la loose, que j'aime beaucoup par ailleurs. Je finirai, super bien dit, mais je finirai juste pour dire, mais Porter, il a su faire aujourd'hui contre ce jeune homme de 32 ans avec son deuxième cap. Donc voilà, peut-être on peut faire face à ça. Allez, et Pays de Galles contre l'Écosse. Ah, je crains que les Gallois, à nouveau, ne subissent la loi du plus fort, parce que Murrayfield va demander beaucoup à ces garçons qui viennent d'aller perdre d'un seul petit point contre les Anglais, et je crois que les Écossais seront à la hauteur. Donc non, je pense que les Gallois vont enchaîner leur 16e défaite d'affilée, même si je ne le souhaite pas, parce que j'aime trop cette équipe quand elle est bonne pour prendre plaisir à la voir au fond du seau. Après, il y a l'Angleterre contre l'Italie. Bon, ce que je souhaite, c'est qu'ils gagnent, mais pas par beaucoup, en fait, les Anglais. Oui, malheureusement, pour les Italiens, je pense que là, ça va quand même être très, très compliqué de digérer la raclée qu'ils ont subie aujourd'hui. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à prendre 73 points. À nouveau, je trouve que pour le rugby italien, des défaites comme ça, c'est des défaites qui sont terribles. Parce qu'en fait, c'est à Rome, il y a du public dans le stade, les mecs commencent à y croire. Et là, c'est retour à la case départ. 73 pions devant ton public. Aujourd'hui, tu es un petit Italien doué en sport. Est-ce que tu as envie de jouer en équipe de rugby en Italie? J'en suis pas sûr, quoi. Parce que franchement, je trouve ça très dur. Voilà, donc à mon avis, à Twickenham, bah, ça va être la même limonade. Hein. Je sais pas combien ils vont en prendre, mais je les vois pas aller gagner à Twickenham. Bon, petit rappel quand même que l'année dernière, c'était 24-27 le match. Bon, ils ont perdu, mais chez eux, mais assez proche quand même. Oui, en tout cas, quoi qu'il en soit au classement, l'Irlande pour l'instant mène la danse avec 14 points. La France est derrière avec 11 points et l'Angleterre avec 10. Et puis on a ensuite Écosse 6, Italie 4, Wales 1 seulement. Donc aujourd'hui, on voit que la victoire finale de toute façon se jouera entre l'Irlande, la France et l'Angleterre. Mais clairement, la finale avant l'heure, c'est le match de la semaine dans 15 jours, Irlande-France, incontestablement. Parce que l'équipe qui gagnera ce match-là prendra vraiment une option. C'est pas exactement la même chose chez les U20. Donc la France quand même a gagné contre l'Italie 58-5. Pays de Galles a pu battre les Irish 20-12 et l'Angleterre quand même a bien, on va dire, tamponné sur les Écossais 57-13. D'ailleurs, ça fait 2 victoires à la suite pour les Pays de Galles U20. C'est bien pour eux. Ouais, c'est très bon pour le moral des Gallois et tant mieux. Les Anglais mènent, hein, puisqu'ils sont à 13 points, suivis de la France, du Pays de Galles, du coup, 3e. Les Irlandais arrivent ensuite avec 5 points. L'Italie avec 5 points à égalité. Et puis, les Écossais, bah, pour l'instant, sont à 0. Bah, tu sais aussi que j'aime bien parler des petites équipes comme les États-Unis, mais là, c'est le Rugby Championship, donc les 6 nations bis. Beaucoup des résultats, en fait, la semaine dernière. L'Allemagne qui a perdu contre les Belgiques. Je suis un peu étonné, en fait, 39-19. Donc Belgique qui a gagné. Géorgie contre l'Espagne, 62-32, mais 32 points quand même pour l'Espagne. Portugal qui a bien battu Roumanie, 34-6. Et mes pauvres voisins des Suisses, 0. Et Néderlande, 73 points. Oui, la Suisse, là, c'est un petit peu préoccupant quand même, ces scores, hein, puisqu'ils avaient pris quasiment 100 points, je crois, contre les Géorgiens la dernière fois. Bon, ça n'empêche pas un jeune habitant de la Suisse qui s'appelle Cyriac, qui nous a fait un petit coucou et qui nous a dit que notre podcast lui donnait envie de retourner à l'entraînement et de se donner à fond. Donc moi, j'adore ce genre d'informations. Donc Cyriac, on attend que tu te lèves et que tu ailles relever l'équipe de Suisse qui est en grande difficulté, qui attend son prochain Cador. D'ailleurs, je suis allé voir des Servettes, ça s'appelle, il me semble, à Genève. Je pense qu'ils jouaient de Narbonne de mémoire, c'était l'année dernière. Mais je n'ai pas demandé, mais d'où ça vient ce nom, les Servettes? Le Servette, tu sais que c'est beaucoup plus connu comme le Servette de Genève, qui est un club de foot. Mais figure-toi qu'à l'origine, c'était un club de rugby. Donc, il s'appelle le Servette pas pour copier le foot, mais parce que c'est le club d'origine. Et tout simplement, c'est à l'origine un quartier de Genève qui s'appelle le quartier de Servette. Et c'est pour ça. Ah, voilà.
Bah écoute, ce rugby bis, ça va aller dans les finales, des demi-finales, on va dire, où il y aura Géorgie contre Roumanie et après Portugal contre l'Espagne. Mais je pense qu'on est peut-être prêt vers un final de Géorgie contre le Portugal. Bah écoute, nous, on espère que c'est les Portugais qui vont gagner, puisque tu sais qu'on a des auditeurs à Lisbonne, donc on n'est pas objectif. Et si vous êtes écouteur en Géorgie, il faut nous dire aussi. Allez, la dernière fois, on a parlé un tout petit peu des Lions. Tu nous as parlé tu nous as parlé d'un super documentaire qu'il fallait regarder. Voilà. Mais est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu, mais des Lions, qu'est-ce qui... En fait, j'aimerais bien que tu nous expliques qui va jouer, c'est quoi les matchs de cette année, et on va parler de, tu vois, ça fait trois semaines qu'on regarde des équipes britanniques, et qui est-ce que tu penses va être sur cette équipe qui mélange toutes les nations britanniques? Ouais, alors on peut peut-être commencer par dire que la dernière fois, c'était en 2021. Voilà, je ne dis pas de bêtises. Ils avaient battu les Japonais et puis ensuite ils avaient fait une tournée en Afrique du Sud. Ils avaient gagné le premier match 22-17 et ensuite ils avaient perdu 27-9 et 19-16. Donc c'est une tournée en demi-teinte avec 2 défaites à la fin. Donc je pense que là il y a un petit air de revanche. Ils ont forcément envie de faire mieux. Ils vont commencer par un match contre l'Argentine à Dublin. Et ensuite, ils vont en Australie et ils jouent 3 fois contre les Australiens à Brisbane, Melbourne et Sydney. Donc, on a vu aux tournées et à la Coupe du Monde que cette équipe australienne est vraiment en train de monter en puissance parce que Ouais. ils ont la Coupe du Monde 2027 chez eux tout simplement et donc ils rigolent pas avec cette perspective. Et tous les grands talents du rugby à 13 qui sont souvent en train d'hésiter entre le 13 et le 15 pour plein de raisons. Mais là, ils hésitent beaucoup moins. Il y a la Coupe du Monde chez eux. S'ils veulent être champion du monde chez eux, c'est maintenant ou jamais. Ça se représente pas. C'est l'histoire d'une vie dans la vie d'un sportif. Donc, les Australiens vont monter en puissance. Donc, cette tournée, elle va être vraiment très, très intéressante entre les Lions britanniques et l'Australie. Ouais, et c'est marrant quand tu parles de ces joueurs de 13, normalement ils sont tous à 1m95, 110 kilos avec des coupes de cheveux douteux quand même. Oui, sur les cheveux, c'est sûr qu'on n'est jamais déçu avec les Australiens. J'étais assez étonné en fait parce il y a beaucoup de matchs. En fait, là, tu nous as parlé de 4 matchs pour c'était vraiment des test matchs, mais là, en fait, ils ont 10 jours quand même, ils ont 10 matchs. C'est un truc de ouf si tu imagines que ces joueurs ils font leur saison et après ils partent pour Australie pour jouer 10 matchs d'affilée, quoi. Ouais, mais ils sont très nombreux, hein. C'est effectivement une tournée qui dure plus d'un mois. Puisque leur premier match avant de partir, c'est effectivement le 20 juin, et ils finissent à Sydney, le dernier match, c'est le 2 août. Donc c'est rare en fait, hein. C'est des tournées qui durent 6 semaines. Ça n'existe plus, hein. Maintenant, les tournées, c'est 2 semaines et demie, 3 semaines, allez, 3 semaines et demie avec le voyage, puis on rentre à la maison. Là, c'est 6 semaines, donc c'est tout autre chose. Mais ils ont aussi des matchs qui sont un petit peu des matchs d'entraînement avec des compositions où il y a beaucoup de remaniements dans l'équipe. Donc je ne sais pas de combien de joueurs est le squad global, mais je pense que c'est évidemment pas les joueurs titulaires qui font tous les matchs, hein. C'est pas possible. Ouais, parce qu'il y a un match le 2 et après un match le 5 et après un match le 9, mais le rugby, ça reste un sport de contact, c'est pas le All-Star Game de NBA, quoi. Ah oui, c'est sûr que c'est absolument impossible. On peut pas jouer au rugby tous les 2 jours comme ça. Donc on verra, mais effectivement, ils jouent contre des provinces, la Western Force, les Queensland Reds, les Waratahs, etc. Donc c'est les Lions, mais en face, c'est pas les Lions des tests, quoi. Je pense qu'il y a vraiment 2 équipes, voire même 2 équipes et demie, et qui fait beaucoup, beaucoup de turnover à l'intérieur des compositions. Bah écoute, si on parlait alors de qui est-ce qu'on voit en ce moment, en fait, sur les équipes britanniques, qui est-ce qu'on voit sur chaque, on va dire, chaque niveau, sur chaque ligne. Pour toi, est-ce qu'il y a un pilier ou deux qui sort? Bah, je vois pas comment on. Enfin, moi, mon avis, hein, c'est que Porter à gauche et probablement Schumann à droite, l'Écossais, seront probablement les tauliers. Mais encore une fois, il y a encore des bons, hein, les Anglais. Genge est quand même pas complètement bourri non plus, comme on dit. Mais moi, je vois bien voilà, ces trois-là se partager les places sur les gros matchs. Et je pense qu'il y avait je sais pas, Xander Ferguson, je pense, l'Écossais aussi, Ouais, qui qui a son plutôt frère qui costaud joue aussi, 8 ouais. aussi. Mm.
Ouais, ouais. En talonneur, j'avais penché Sheenan, en fait, en Irlande, mais en fait, bizarrement, je n'arrive pas à placer. Tu vois, il y a Cohen Dickey, mais bon, est-ce qu'il est si bon que ça? Je sais pas. Tu vois, j'arrive pas à trouver d'autres talonneurs en ce moment. Sheenan est très bon. Après, on a quand même un joueur très expérimenté côté anglais qui est Jamie George. À mon avis, il sera du voyage. Parce qu'il faut aussi Ah ouais. du mental hein, quand même pour faire ces matchs-là. Et il faut des joueurs d'expérience. Donc, à mon avis, Sheenan, Jamie George, ils sont pas mal. C'est une bonne façon de finir une carrière aussi. Tout à fait. En deuxième ligne, alors là, c'est l'embarras du choix. Hein, parce que les Irlandais d'un côté et puis Itoje de l'autre. Entre McCarthy, Tajburn, Itoje, bon là, les titulaires, on les a, hein, à mon avis. Je ne vois pas comment ça peut être en dehors de ces trois-là. Troisième ligne, c'est la même chose. Si on prend les troisièmes lignes d'Irlande, c'est bon. On ajoute aussi un Gallois pour la première fois. Moi, je mettrais Jack Morgan, qui est le troisième ligne capitaine pour Pays de Galles. Mais Van der Flyer, Jack Morgan, qui d'autre? Ouais, je pense que les frères Curry seront sûrement du voyage, en tout cas certainement Tom, Ben peut-être. Ils ont bien été titulaires tous les deux en équipe d'Angleterre. Ce serait T'imagines, c'est pas ça, trop cool, rien les que deux pour frères qui l'histoire. partent. Titulaires tous les deux pour les Lions britanniques. Bon, c'est encore la gamme au-dessus là. Rien que pour l'histoire, je pense qu'au moins sur un des matchs, peut-être pas sur les grands tests, mais les faire jouer tous les deux, c'est quelque chose à offrir à la famille Curry. En 8, on peut dire Doris ou peut-être Earl. Est-ce que tu as une autre idée? Non, je pense qu'effectivement, eux, c'est les deux titulaires les plus forts. Ben Earl, honnêtement, il est quand même exceptionnel. C'est un gars qui a un rendement incroyable, qui est quand même très, très propre, qui est incroyablement dur au mal. Et Doris est du même acabit. Donc, ces deux-là, j'y crois. En fait, c'est assez étonnant parce que Ben Earl, en fait, il est 1m83. Tu vois, j'adore des joueurs Ouais, comme mais ça. il fait aussi 1m83 de large. C'est ça le Oui, c'est ça. truc. Franchement, c'est un truc de ouf. Tu le vois pas, en fait. Tu dirais pas qu'il est 1m83. Tu dirais qu'il a 10 cm de Non, plus. Parce je trouve qu'il qu'on voit joue. qu'il est quand même assez rablé, mais je pense que du coup, ça doit être tellement dur de défendre sur lui parce qu'en fait, c'est Ah un gars ouais. que tu peux pas attraper ses jambes parce que c'est des boules, quoi. C'est un Ah truc, ouais, c'est c'est pas ça. possible, quoi. Allez, donne-moi ton 9-10. Bah, je vois pas comment on pourrait passer en ce moment à côté de Gibson Park, qui est quand même vraiment le maître à jouer de l'équipe d'Irlande en numéro 9 depuis quelques années. Donc, à mon avis, ce sera probablement lui le titulaire. Maintenant, on a quand même un Ben White qui est pas complètement pourri non plus. Donc, ces deux-là, je les verrais bien ensemble. Et en 10, là, pour le coup, il a vraiment l'embarras du choix. Finn Russell est un joueur exceptionnel, fantasque et qui porterait très bien la tunique rouge. Mais on a le petit jeune, Pendergrast, qui maintenant arrive là. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas le lancer dans le grand bain, lui donner sa chance? Pourquoi pas? Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure, Finn Smith, qui est un cador qui est en train de monter, à mon avis, sera du voyage également. Et Marcus Smith sera du voyage, c'est certain, puisque de toute C'est façon, certain. il peut couvrir les deux postes. Donc, il a trop de talent pour ne pas être dans l'aventure. Bon, au centre, moi, j'avais mis Lawrence d'Angleterre. C'est évident avec Aki, mais quelle paire de centres. Ah bah là, les deux, c'est un tracteur et un camion, quoi. C'est-à-dire que là, c'est vraiment pas marrant en face hein, pour défendre et pour aller transpercer la défense de deux mecs comme ça. Non, c'est quand même très chaud. Après, je pense que un Ringrose, s'il prend pas de carton rouge, reste quand même un joueur assez exceptionnel au centre. Et je pense que pour une tournée comme ça, il en faut quand même pas mal. Donc probablement Lawrence Aki, oui. J'aimerais bien voir le petit Ben Thomas aussi, le jeune Gallois. Je Ouais. trouve qu'il manque quelque chose. De moi, tes ailiers. Je sais qu'il y a un James Lowe. Honnêtement, je pense que James Lowe, Van der Merwe, on peut pas faire l'impasse sur ces deux joueurs-là qui sont l'un et l'autre des joueurs qui marquent leur sport. Voilà, tout simplement. Par leur performance, par leur façon d'être, par ce qu'ils dégagent aussi sur le terrain avec le charisme, mais aussi la puissance, la justesse technique, l'intelligence de course. Il y a tout, en fait, chez ces joueurs-là. Donc, pour moi, Lowe d'un côté, Van der Merwe de l'autre, c'est les ailiers rêvés. Ensuite, on a un Freeman, quand même, là, qui a marqué le seul essai des Anglais ce week-end, qui monte le bout de son nez, qui est quand même très, très bon. Donc, il est costaud, il est très bon. Et puis, Slightholm, qui est pas mal non plus. Voilà, Darcy Graham aussi, l'Écossais, Ouais, qui est je quand pensais même à lui. loin d'être mauvais. Donc je pense que sur les ailiers, ils sont extrêmement gâtés. Mais les titulaires seront James Lowe et Van der Merwe, va n'en pas douter.
Bizarrement, le 15, c'est un peu plus difficile. On a dit Marcus Smith parce qu'il peut aussi couvrir le 10. Moi, j'aime bien le petit Gallois, là, qui est pas mal. Murray, qui a que 3 caps. Donc, je doute qu'ils vont prendre, tu vois, beaucoup de jeunes parce que ça fait Slightholm, Freeman. Ça fait beaucoup de jeunes quand même, s'il prend Smith, Finn Smith, etc. Mais qui en 15, qui est-ce que tu vois? Marcus Smith sera du voyage, c'est certain, on l'a dit. En 15, je ne sais pas. Je pense que Blair Kinghorn, qui est quand même un des cadors du Stade Toulousain maintenant, qui montre de quel bois il se chauffe en club et aussi en équipe nationale, aurait aussi fière allure à ce poste. Et puis je pense que Stewart, qui a montré des très très belles choses il n'y a pas si longtemps, pourrait sortir son épingle du jeu, être une des surprises et faire quelques gros matchs. Ouais, mais question plus importante, en fait, on est pour qui, nous? Est-ce qu'on veut que tous ces joueurs dans Destination qui emmagasinent énormément de confiance et expérience à l'étranger, ou est-ce qu'on veut que on va dire le rugby de l'hémisphère Nord gagne, ou est-ce qu'on dit non, non, on veut pas qu'il gagne, on veut que l'Australie. Alors, moi, je suis plutôt tout le temps pour les Lions, parce que je trouve que la sélection, une fois tous les 4 ans, et ce qu'elle draine dans son sillage est vraiment extraordinaire. Et donc, j'aime bien quand ils gagnent, les Lions, parce que je me dis, ce sont des aventures humaines qui méritent de se traduire par des victoires. Et là, j'ai encore plus envie, parce que j'ai pas envie que les Australiens prennent trop de confiance à 2 ans de la Coupe du Monde chez eux. Voilà. Donc, je suis à fond pour les Lions, moi. Je comprends. Attends, je prends mon stylo qui draine le sillage. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas eu à écrire un petit mot en français, là, de nouveau vocabulaire pour moi. Allez, est-ce que tu peux nous finir avec un petit mot sur le top 14? Je suis un peu étonné quand même. Il y a 2 semaines, j'avais vu que ton équipe à toi, ton ancienne équipe, en fait, il perdrait contre Vannes. Vannes qui, ça fait 3 matchs à la suite qui gagne, un truc de ouf. Bah, en fait, le top 14, bah, bien sûr, avec les 6 nations aussi qui en même temps, j'ai l'impression que c'est tout chamboulé en ce moment. Ah bah c'est plus que chamboulé, ouais, parce que là, effectivement, le Racing s'est un petit peu sorti ou racheté une raison d'espérer en allant gagner à La Rochelle, ce qui était quand même loin d'être facile. Mais La Rochelle sombre un petit peu dans la crise. Le Stade Toulousain a foutu une espèce de raclée avec son équipe bis à l'Aviron Bayonnais, 40 points. Perpignan a perdu contre Pau. Vannes a effectivement enchaîné une nouvelle victoire, et pas n'importe laquelle, hein, 37-24 contre Montpellier. C'est pas une victoire, c'est pas 16-15, si tu vois ce que je veux dire. Et puis, le Castres Olympique a battu le Loup, qui n'en finit plus de ne pas faire rêver. C'est vraiment catastrophique. Quant à Toulon, bah, ils ont assez nettement battu le Stade Français, qui se retrouve dernier du classement. Donc celle-là, on ne l'avait pas vu venir non plus. L'année dernière, ils ont été, si je dis pas de bêtises, en demi-finale. Ils étaient aux portes de la finale, et là, ils sont aux portes de la Pro D2. C'est dire à quel point ce championnat est relevé, à quel point il est indécis. Et quand on voit le classement aujourd'hui, on se dit qu'il y aura peut-être une grosse écurie qui sera en Pro D2 l'année prochaine. Ce serait quand même particulièrement surprenant. Ouais, moi j'avais vu le match de Clermont-Toulouse il y a une semaine. J'étais super surpris de voir comme ils étaient gaillards quand même, les Toulousains. C'est un truc de ouf, les joueurs qu'ils ont, incroyable. J'avais vu aussi Toulon-Montpellier. Je trouve que Montpellier, bah, il manque quelque chose maintenant. Tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas eu beaucoup de, on va dire, de ressenti ou pas vu grand chose sur le terrain. Et là, ils sont là aussi. Bon, tu parlais de Loup, mais quand même, ils ont battu Stade Rochelet 53-17 la semaine d'avant. Donc, et tu vois, ils manquent des choses de temps en temps, mais c'est toujours la régularité qui est un peu leur problème. Bon, on va parler de Top 14 peut-être plus loin dans l'année, mais ça reste quand même assez, vraiment un truc à suivre, quoi. À l'instant où on se parle, Bordeaux-Bègles vient de battre Clermont 22-18. Donc Bordeaux-Bègles devient troisième, enfin reste troisième. Et Clermont, du coup, je pense, reste sixième, puisqu'en plus, ils prennent un point de bonus. Donc Clermont reviendrait peut-être dans les six. Donc. Mais en tout cas, Damien Penaud a marqué un essai.
Reviens, Damien, reviens. Reviens, Damien. Donc, il a pris de la confiance, il a gagné contre un concurrent, entre guillemets, direct pour les playoffs. Et voilà, on espère que maintenant, ça va lui donner des idées pour Dublin. Oui, écoute Thierry, on se reparle dans 2 semaines, après un gros week-end de rugby qui aura vu l'équipe de France s'imposer à Dublin. Enfin bon, ça c'est ce qu'on espère, mais on verra. Enfin, c'est ce que notre cœur espère et ce dont notre tête doute un tout petit peu, mais on les soutiendra. En tout cas, on espère, vous, nos écouteurs, que vous serez là la semaine qui suit pour écouter notre débrief. Et on sera toujours content d'entendre vos commentaires ou vos remarques. N'hésitez jamais de nous mettre des petits ratings sur les différentes plateformes sur lesquelles vous nous écoutez et de partager nos épisodes quand ils vous plaisent avec vos copains qui sont comme nous, cool et sérieux avec le rugby, qui n'est pas un petit sujet, qui est quand même un gros et un vrai sujet. Allez, mon cher ami, c'est un très grand plaisir de passer ce moment avec toi. À très très bientôt. Ouais, je t'embrasse, à plus. Coucou Charlie.